L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour and gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir un aventurier, aquarelliste sensible et même auteur de 70 livres à travers une exposition qui se tient ici même à la Maison des Écrivains de la Mer. Nous reviendrons sur les premières rencontres culturelles de Fontenay-le-Comte. Nous allons découvrir l'orchestre d'harmonie de Vendée. Nous nous initierons à la sculpture et écouterons une interview de Michel Buquet. Et comme à chaque semaine, vous aurez vos autres sorties avec pas mal de musique. Cette semaine, Murehead, Cœur de pirate et plein d'autres choses, vous verrez. Mais d'abord, un retour à Fontenay-le-Comte et on se retrouve tout de suite après avec René Monnier-Beaumont à la Maison des Écrivains de la Mer. Notre territoire foisonne d'artistes peintres, de sculpteurs, de photographes, mais également d'écrivains, d'auteurs, de talents dans différents domaines, de talents connus ou pas suffisamment reconnus. Donc nous avons décidé effectivement de les mettre en valeur. Les mettre en valeur durant 3 jours lors de ces premières rencontres artistiques et culturelles au pays de Fontenay-le-Comte. Des rencontres qui se trouvent aller bien plus loin que la réunion d'artistes et d'auteurs dans un même lieu. Elle permet de se rendre compte que le monde n'est pas seulement une crise, mais est aussi tout le reste autour. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens connaissent ce que font les autres un peu mieux. Et puis, il peut y avoir, pour nous qui sommes des médiateurs en tant qu'éditeurs, il peut y avoir des projets qui naissent. Expositions, conférences, cafés littéraires, concerts, bref, une série de moments riches que les scolaires et plus largement le public a savouré sans modération. L'occasion également de connaître les recettes des uns et des autres pour réenchanter le monde, fil conducteur de ces journées culturelles. Réenchanter le monde, c'est tous les matins prendre une palette et mettre de nouvelles couleurs au nouveau jour qui arrive. Faire en sorte de trouver mon monde intérieur et de le redonner par le média de la peinture. C'est ma façon à moi de réenchanter le monde. René Monnier-Beaumont, bonjour. Eh bien, bonjour. Votre dernière exposition s'attaque à une nouvelle personnalité du monde maritime, Henri de Montfred. Pourquoi Henri de Montfred? Alors pourquoi Henri de Montfred? Parce que c'est un des derniers aventuriers français, catalogué comme aventurier. Et puis aventurier maritime, mais bien d'autres choses aussi. Et c'est un personnage hors du commun. C'est un personnage qui a quand même commandé des boutres, il fallait le faire. Des bateaux en mer Rouge, qui a parcouru la mer Rouge et un peu la mer d'Arabie. C'est quelqu'un en fait qui s'ennuie un petit peu dans sa vie et qui décide d'un coup de partir en Afrique, c'est ça? Il va chercher, à mon avis, c'est mon avis, il va toujours chercher le profit. Il va essayer dans un sens un peu faire fortune. Il cherche un trésor. Alors le trésor, il a été laitier. Voilà, il a été laitier. Il a été marchand d'armes. Il a été trafiquant de hashish, puisque son premier livre c'est La croisière du hashish. Si mes souvenirs sont bons, il a tout fait, Donc, il a monté une usine on a l'impression que sa vie, avant le moment où il part en Afrique, sa vie est très peu connue. Et ce n'est que ce départ en Afrique qui va nous révéler l'aventurier, la personnalité assez exceptionnelle. Non? Oui, sa vie est peu connue. Il va naître au Cap Leucate, donc pas loin de Narbonne. Et au Cap Leucate, à l'époque, c'était une zone, c'était fin 19e, c'était une zone où il y avait personne. Donc c'est un petit sauvage. Et puis vers les 10-11 ans, ses parents vont l'emmener à Paris. Là, c'est pas très bon pour lui, bien sûr.
Et parce que ça, vivre sur la plage au bord de la mer et tout, et alors se retrouver dans je sais pas quel arrondissement, évidemment, c'est peut-être très agréable, mais bon, bah, lui, ça lui plaisait pas beaucoup. Il va faire des études moyennes, hein, il va même essayer de rentrer à l'école centrale, donc c'est un peu moyen, mais et puis là, l'aventure va le prendre, et puis il va rentrer dans le monde, qu'on dirait maintenant, professionnel. Lui, il vit sa vie d'aventure, qui va aller dans tout le golfe de Tadjoura, et puis tout la mer Rouge, hein, c'est pas évident. Mais ces négociations deviennent au bout d'un moment pas très nettes, non? Parce que c'est pas très net ce qu'il fait. Hein. Il a un grand ennemi, c'est le gouverneur français de Djibouti, parce que il est à la limite de la loi. Hein. Il va se mettre à dos Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, hein, parce que là aussi il va être à la limite. Il va se mettre à dos les Anglais, parce qu'ils trafiquent des armes pour les indigènes du coin. Il cache sous les sables. Oui, dans une île, il cache son matériel, quoi. Tout. Et là, les fusils, on en a un à l'exposition. Bah, c'est quand même terrible. Hein. Ces fusils, ils servent à tirer sur les Anglais. Vous pensez bien que les autres, ça n'intéresse pas. On dit, mais je sais pas si c'est la légende ou pas, on dit qu'en fait, il aurait fait ces trafics plus ou moins nets, parce qu'il était très passionné par une histoire de perles. Non, c'est pas ça du tout. Non, il va tâter à tout. Hein. Donc il y a le trafic d'armes, il y a le trafic, il faut le dire aussi, il y a le trafic d'hommes, hein, il fait le transporteur entre l'Afrique et puis l'Arabie. Hein. Il va se mettre dans les perles aussi. Il va aller à la chasse aux perles. Donc ça va pas bien durer ça non plus. Il va la nacre aussi. Hein, il va rechercher de la nacre. Oui, c'est ça, la nacre. Parce qu'on fait des boutons avec la nacre. Alors ici, on a des exemplaires du coquillage, le Troja, là, ce fameux coquillage avec quoi on fait des boutons. Et puis un jour, il rencontre Kessel, je crois, et alors voilà le Henri de Montfred qui se révèle enfin un grand écrivain. Alors Kessel, il va rencontrer Kessel parce que l'autre est venu dans le coin pour faire un reportage sur le trafic d'esclaves. Donc, le meilleur guide, c'est Montfred, bien sûr. Ça plaît pas à tout le monde, mais il va le faire. Et ici, on a un livre qui est là-bas, là, en mer Rouge, écrit par Henri de Montfred. Ce livre il y a 50 exemplaires, et nous, on a deux sur grand papier. Et on a des grands papiers. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais comment vous faites pour les avoir, ces livres? Ça, c'est un secret, c'est un secret, ça. Non, mais bon, tout bibliophile sait où il doit mettre son nez pour les trouver. On ne rappelle pas à nos téléspectateurs qu'à votre Maison des écrivains de la mer, vous avez une bibliothèque de livres maritimes assez exceptionnelle, qui est ouverte au public, aux chercheurs. Qui est ouverte au public, aux chercheurs. On ne peut pas faire des prêts, hein, des emprunts. Même sur des livres si rares. Si on vient avec des idées, on peut quand même découvrir pas mal de choses. Puis on est là pour guider, on est là pour amener des documents, parce qu'on n'a pas que ça, il y a aussi des documents qui existent. Hein. Et donc Montfred, suite à cette rencontre avec Kessel, il va sortir des bouts de correspondance, de bouts de journal qu'il tenait déjà, et c'est comme ça qu'il se lance à l'écriture. Il va se lancer à l'écriture, et puis ça va marcher. Et puis comme c'est en plus la grande époque un peu de la littérature maritime, c'est même un peu la fin de la grande époque, parce que vraiment la grande époque c'est mi-19e, mi-20e, hein, et lui il vit là-dedans, bien sûr. Et là, c'est l'aventure. Moi, j'ai lu des Montfred étant gamin. Du reste, je faisais plus ça que d'étudier les formules de mathématiques. Hein. Mais question justement, parce que vous l'avez lu, moi aussi j'ai lu des histoires d'aventure, et aujourd'hui, Henri de Montfred est complètement inconnu du grand public, alors que ça a été une personnalité. Comment expliquez-vous cela? Il est pas connu parce que l'aventure a changé pas changer de main, mais changer de voie. L'aventure maintenant, c'est l'espace. Ça, il y a un truc qui m'embête aussi un peu. On voit par la télévision interposée, c'est les prisons. Moi, ça m'embête un peu de voir des choses comme ça. C'est quand même curieux. On montre maintenant dans des feuilletons télévisés une aventure, c'est en prison. Bon, c'est incroyable cette histoire. Alors tout ça, ça m'embête beaucoup, moi. L'aventure, la mer, c'est une grande aventure. Hein. La montagne aussi, mais la mer, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'horizon. Alors maintenant, on le sait, bien sûr. Mais même que vous partiez n'importe comment, il y a d'énormes risques. Donc, vous risquez votre peau quand même. Hein, on ne sait jamais. Et puis des découvertes quand même formidables aussi. Il y a ça. Hein. Donc l'aventure, c'est le marin qui parle. Là. Alors c'est le marin qui parle, mais c'est vrai que ça a complètement changé. Les gens, la jeunesse,
commence, à mon avis, à redécouvrir la véritable aventure. Traverser du désert, des choses comme ça, c'est formidable. Hein, l'escadron blanc, ça fait rêver un tas de gens. Et hier, j'étais donc à l'ICES, à La Roche-sur-Yon, oui, pour une thèse. Eh bien, c'est une jeune fille qui vient de faire une thèse sur la littérature maritime. On pensait bien voilà. qu'elle était heureuse comme un roi en me disant « ça y est, ça revient ». Donc c'est quand même assez formidable. Et nos écrivains maritimes nous ont fait rêver. Hein. Bon, Jules Verne, peut-être pas les filles, bien sûr, mais nous, ça nous a fait rêver. Jacques London, n'en parlons pas. Stevenson avec l'île au trésor, c'est édité pratiquement tous les 6 mois. Donc ça continue encore, mais il y a eu une baisse parce que c'est la télévision, hein, on en fait. Là, ça fait partie de l'image. Ne regardez pas l'écran. À la télévision, si. Voir l'exposition à Ried-Monfred. Voilà, il faut venir voir l'exposition à Ried-Monfred. Parce qu'en plus des livres, il y a aussi des objets insolites, comme celui-ci, n'est-ce pas? Alors celui-ci, c'est une pipe. Alors là, je ne sais pas si la censure, mais on va braver la censure. Allez, je veux voir comment vous allez vous en sortir. C'est une pipe particulière. Henri de Montfred est quelqu'un qui fumait de l'opium. Faut pas oublier qu'il y en avait beaucoup aussi. Il y avait Farrer, par exemple, qui fumait de l'opium. Il y avait Cocteau aussi, qui était un peu là-dedans. Donc ça, c'est une pipe à opium. C'est sa propre pipe. Hein. C'est un bout d'argile avec un trou et un bambou. Et rappelez-vous une expression qu'on voit souvent dans les romans en Chine et tout ça, tirer sur le bambou. Et ben voilà l'expression tirer sur le bambou. Et dites-moi, René Monier-Beaumont, on entend dire à droite à gauche que vous êtes en train de travailler sur une histoire du port de Saint-Gilles, est-ce vrai? Oui, alors là, c'est pas moi qui travaille. Je propose d'aller voir le soleil dehors. En attendant, nos téléspectateurs vont découvrir un sujet, l'Orchestre d'harmonie de Vendée, qui va avoir un concert prochainement. On se retrouve tout de suite après sur le port. J'ai pris la présidence de cette union il y a 4 ans. Et on a demandé un petit peu aux sociétés musicales de Vendée qu'est-ce qu'ils souhaitaient comme projet pour faire ensemble. Et à l'évidence, la création d'un orchestre départemental était une affaire qui les intéressait et qui permettait aux musiciens de se retrouver. Donc on a lancé cette idée d'orchestre départemental et on a fait appel à candidature à tous les musiciens qui composent les harmonies de Vendée. En tout, une 60aine de musiciens, amateurs et professionnels de tous âges, qui composent la perle des différentes harmonies que compte le département, réunis en un seul et unique orchestre, un projet rendu possible grâce à l'universalité de la musique. Ce qu'il y a d'enrichissant et de passionnant, c'est que justement, quel que soit le niveau, quelle que soit l'origine de la société d'harmonie ou même géographique, on parle la même langue, la musique. Composé uniquement d'instruments à vent et de cuivre, voilà plusieurs semaines que l'orchestre répète pour ce qui sera le premier concert de son histoire. C'est aussi notre but, c'est que nous voulons promouvoir la musique d'harmonie. Donc nous avons proposé aux autres harmonies de venir jouer avec eux en deuxième partie. Et là, pour la première fois, nous faisons un concert complet avec bien sûr un invité prestigieux qui est Alexandre Batty, originaire de Vendée et trompettiste maintenant de renommée internationale. D'autant plus difficile d'accompagner un soliste parce que du coup il va falloir qu'on gère bien la partition, donc qu'on soit à l'aise avec, et il va falloir se mettre à l'aise avec le soliste, que lui il va avoir des tempos différents. Et donc c'est ça la grande difficulté, c'est de vraiment caler l'orchestre avec le soliste. On est obligé de le suivre. Une harmonie au diapason, tel sera le savoureux programme de ce concert événement. Voilà, si vous voulez les voir en concert, le prochain est au Sable d'Olonne, aux Atlantes, le 11 octobre à 17h30. Mais avant cela, le 8 octobre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il se passe quelque chose. Et oui, il va se passer quelque chose, puisque en plus c'est une demande un peu générale. On a beaucoup de touristes qui nous demandent, mais est-ce qu'il existe un livre sur l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Alors, eh bien, il en a existé un avec monsieur Loïc Durostu. Et l'association que j'ai l'honneur de présider, de la Maison des Écrivains de la Mer, a décidé de réunir les gens, donc tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont des documents, qui ont des écrits, des souvenirs, de les réunir le vendredi 8 octobre à 18h à la Maison des Écrivains de la Mer pour essayer de réaliser le sommaire du futur livre
de l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc en fait, c'est pas vous qui le faites, qui l'écrivez pour une fois, vous l'auteur de l'histoire maritime. Non, c'est pas moi. Ce sont les habitants de Saint-Gilles. Les habitants de Saint-Gilles, vraiment, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien, même s'il existe quand même quelques documents à ce sujet-là et quelques petites brochures. Je crois qu'on peut faire quelque chose de valable à tous. Alors c'est pas moi qui l'écris, je vais jouer les rôles de moteur peut-être, je sais pas, on verra bien. Vous avez déjà un éditeur ou une date? On n'a pas d'éditeur, mais ça, si le livre est de qualité et si les souvenirs valent le coup, je pense qu'on n'aura pas de problème. Et une date? Une date oui. On va prendre son temps. C'est pas la peine de se dépêcher, mais on va prendre son temps pour faire quelque chose qui, à mon avis, devrait être comme le port de Saint-Gilles, merveilleux. Ben voilà, on reviendra vous voir. Merci beaucoup pour cette interview. Bonne fin d'exposition. De toute façon, elle est ouverte jusqu'à l'été, en fait. Jusqu'au mois d'avril, on va la laisser. Oui. Et la prochaine? La prochaine, ça sera en principe, quoi. On en a un peu parlé, ça sera les paquebots et la littérature. Très bien. Et nous, en attendant, vous, en attendant de venir découvrir votre exposition, vous pouvez déjà continuer à chercher, à essayer de trouver une activité culturelle pour cet automne. Dans notre série C'est la rentrée, aujourd'hui, c'est un cours de sculpture. Quand on a les mains dans la terre, quand on est en train de créer un objet, on ne pense plus qu'à ça. Et c'est vrai que l'attention est tellement portée sur ce qu'on fait qu'on oublie les soucis, qu'on oublie tout, quoi. Et c'est très intéressant. La passion de Martine, la sculpture. Un art particulièrement exigeant qui, même s'il ne réclame pas de prédisposition particulière, demande patience et concentration. Ce que je conseille toujours aux gens qui n'ont jamais fait de sculpture, c'est d'abord d'essayer de prendre un objet qui est déjà construit et d'essayer de le reproduire à la même taille. Pour débuter, préférez le modelage et pas besoin de gros investissements, quelques kilos de terre et 2-3 outils suffisent et vous verrez qu'au fur et à mesure, sculpture et sculpteur évoluent de pair. Parce que ce soit en sculpture ou en dessin, il y a une éducation du regard qui est à faire et qu'on ne soupçonne pas au début d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui surprend toujours et qui va toujours plus loin. Chacun y va de sa vision des choses, de ses sensations. On est 10, je pense que ne pas me tromper en disant qu'il y a 10 sculptures différentes. Travail à partir de modèles vivants comme proposé à l'atelier de la Garnache ou création pure, la sculpture n'a pour seule limite celle de votre propre inspiration. Et les coups de cœur, quasiment un coup de foudre aujourd'hui de Grégoire, c'est Michel Bouquet qui l'a rencontré à Chantonnay où le grand comédien jouait un malade imaginaire très exceptionnel. Regardez. Fait partie de cette génération de grands comédiens qui ont pratiquement tout joué. Interprète magistral, si on ne devait retenir de l'homme qu'une seule chose, cela serait sans doute sa voix grave et profonde. Comédien prolifique et envoûtant, l'homme est d'une simplicité déconcertante. C'est avec le malade imaginaire de Molière que ce soir-là encore, Michel Bouquet a une nouvelle fois transporté son public. La première demande quand j'arrive dans un théâtre, c'est de dire est-ce que c'est complet? Oui, alors là je suis très heureux, très content. Je veux dire, ce fait que ça se passe comme ça a demandé quand même une bonne 50aine d'années de pratique pour arriver à une fidélité, je veux dire, aussi constante. Et maintenant, j'ai 65 ans de carrière, puisque j'ai commencé à 17 ans et que j'en ai 84. Et donc, si vous voulez, depuis 15 ans, évidemment, cette étonnante progression de l'attachement fidèle d'un public, mais me force, si vous voulez, me force en quelque sorte à le revisiter. Et j'ai besoin de son contact, j'ai besoin de son avis, j'ai besoin...
Et c'est beaucoup la province. Moi, j'ai fait toutes les pièces que j'ai jouées à Paris, je les ai toujours jouées en province. Et plus longtemps en province qu'à Paris. Donc, si vous voulez, j'ai un public extrêmement fidèle en province, et c'est ce public-là qui me touche le plus. Je suis obligée de toute volonté. En vérité, je vous ai grondé de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit... Je suis très âgé, mais je ne résiste pas à la confrontation, si vous voulez, avec l'intelligence d'un maître. Parce qu'on a tendance à penser des sottises, même âgées. Et donc, si on fréquente Molière, ou si on fréquente Ionesco, si on fréquente Beckett, on a quand même, malgré tout, je veux dire, dans la tête, un peu de la pensée de tous ces gens. Et alors, peut-être on commet de moins grosses bêtises. Les soins que vous prenez de moi. Je me suis rendu compte que Le Malade imaginaire est la dernière pièce de Molière, et c'est une pièce où il livre certains secrets sur la vie qui sont des secrets, comment dirais-je, de surprise, des surprises de la vie, de se dire mais j'ai vécu ma vie et je ne suis que ça. Je n'ai obtenu que ce point d'interrogation qui ne cesse de grandir sur ce que je suis venu faire là. Et c'est dans Le Malade imaginaire, c'est ça qui prime, qui est la chose la plus importante. C'est justement une pièce d'homme qui va quitter la vie. Et c'est une pièce où tout se passe. Il y a une espèce de pantalonnade, si vous voulez, qui se passe devant le spectateur, qui cache des choses de métaphysique pure, des choses d'amertume, des choses de toutes sortes de choses que l'on ressent quand on est âgé. Et c'est toutes ces choses-là qui, si vous voulez, qui sont venues dans cette interprétation que je fais maintenant, qui est très différente de l'interprétation un petit peu à la mandarin chinois, si vous voulez, qui était celle d'il y a 20 ans. Et tandis que maintenant, je pense qu'il m'est venu des choses de par l'âge, des choses d'un tout autre ordre, qui me semblent correspondre davantage au personnage d'Argent. Et quelquefois des maux de cœur, je sens parfois des lassitudes par tous les membres, et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. À mon âge, je pense que je suis plutôt tenté par reprendre quelque chose. Et j'ai envie de reprendre le Ionesco, le grand Ionesco du Roi Semeur. Parce que je pense que c'est le chef-d'œuvre d'abord de Ionesco, qui est peut-être bizarrement l'auteur qui ressemble le plus à Molière, je trouve. Ionesco a beaucoup de côtés de Molière. Je ne sais pas s'il le savait lui-même, on n'en a jamais parlé ensemble, mais moi je trouve qu'il y a dans la caricature, dans la manière de se moquer, si vous voulez, des personnages, de les rendre amusants, drôles, curieux, effrayants, etc. Il y a dans le maniement des personnages, il y a quelque chose qui est molieresque chez Ionesco, mais avec un tout autre esprit, évidemment, et une toute autre manière de faire. Mais j'aimerais bien refaire une dernière fois Le Roi Semeur, ça, j'aimerais beaucoup. Voyons aussi vos autres sorties cette semaine avec, je vous l'avais promis, beaucoup de musique, Cœur de pirate tout à l'heure, mais d'abord une chanson qui va sans doute vous rappeler quelque chose. Vous avez sans doute reconnu, c'est le Say and So, tube culte de Murette. Murette sera en Vendée le 17 octobre, la billetterie est déjà ouverte. Première édition du festival de musique de chambre en Sud-Vendée, les Mélusicales, présenté par l'association Les Riches Heures Culturelles de Mélusine. Des 5 concerts proposés jusqu'au 17 octobre, à noter le récital donné par le chœur Polymnie,
au Poiré-sur-Veluire à 20h30 le 9 octobre. Pour célébrer l'automne, la Maison de la Vie Rurale vous propose la fête de la châtaigne et des violonneux. Au programme de ce week-end, stages d'accordéon, de violon, de danse québécoise et vendéenne, concerts, randonnées, le tout ponctué d'airs de violon, bien évidemment. Retour en fanfare des Arts sur Maine cette semaine avec une soirée d'ouverture mêlant musique, spectacle pyrotechnique et art de la rue. Les habitués le savent déjà, la soirée d'ouverture de ce festival qui dure 2 semaines est à ne pas manquer. Dans le cadre des 10 ans de la ferme auberge du Moulin Minier à Chéfoix, une reconstitution exceptionnelle de chants de labour ancestral, le dariolage, sera proposée l'après-midi au public. À noter que le dariolage est candidat au classement de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ouverture de la billetterie pour le concert de Cœur de Pirate à Saint-Laurent-sur-Sèvre. La belle canadienne, que vous avez déjà largement applaudie en Vendée en première partie du concert de Lenny Kravitz cet été, lance le 11 novembre la saison d'hiver du Festival de Poupées. On écoute. C'est la fin de cet agenda culturel. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.